Soldats et personnel civil de l'armée de terre, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous présenter ma vision stratégique pour les 10 prochaines années. Initialement, cette présentation devait se tenir à Mailly, devant une délégation de chaque régiment et formation de l'armée de terre. L'épidémie de coronavirus m'a amené à annuler cet événement. Comme au combat, il faut savoir s'adapter. La crise sanitaire que traverse la France montre toute l'importance de la résilience, toute l'importance de notre capacité à surmonter les épreuves. Nombre d'entre vous ont d'ailleurs été touchés, et nombre d'entre vous ont contribué à permettre au pays de traverser cette crise. Bravo à tous pour votre engagement exemplaire. Le plus dur est aujourd'hui derrière nous, même si tout n'est pas encore terminé. Notre ennemi invisible est en passe d'être réduit et il faut maintenant reprendre la progression. C'est pourquoi il est important de fixer l'objectif vers lequel nous devons nous projeter. Nous allons tirer toutes les leçons de cette crise, mais elle me conforte dans l'idée que nous vivons une rupture et que nous en vivrons d'autres. Dans la décennie qui vient, nous devrons faire face à des crises et à des guerres bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. La conséquence est que nous devons endurcir l'armée de terre pour qu'elle soit prête d'emblée à conduire des engagements plus difficiles et plus complexes. Renforçons aussi notre résilience, comme nous l'apprend la crise d'aujourd'hui. Pour cela, nous devons nous préparer autrement. Notre doctrine doit évoluer, notre manière de nous entraîner doit être adaptée et nous devons encore mieux utiliser nos ressources. Pourquoi nous préparer à des guerres et à des crises différentes? Tout simplement parce que le contexte mondial évolue de plus en plus rapidement. Il y a 30 ans, le soldat français était soldat de la paix. Nous avons redécouvert la guerre de façon brutale en Afghanistan. Il a fallu nous adapter avec du temps, de la douleur et du sang. Je pense que nous arrivons maintenant à la fin d'un cycle avec, de manière assez évidente, de nouveaux types d'engagements armés qui se profilent devant nous. À l'avenir, nous serons encore engagés dans des conflits asymétriques comme au Sahel. Mais il faudra aussi être prêt à des engagements symétriques, État contre État, au sein de coalitions. L'objectif de cette vision stratégique est bien de préparer l'armée de terre au conflit de demain. L'adversaire cherchera à nous surprendre, et y parviendra peut-être, mais nous n'avons pas le droit de ne pas être prêts. Regardons ensemble le monde tel qu'il est autour de nous. Sur le plan international, l'Europe est cernée, voire touchée par des crises qui remettent en question le confort opérationnel dans lequel on s'est installé. Les conflits se durcissent et occupent tous les champs, tant physiques qu'immatériels. Nos adversaires, eux aussi, ont des objectifs stratégiques. Ils peuvent rester sous le seuil du conflit ouvert. C'est la désinformation, c'est le déploiement de forces paramilitaires, c'est la guerre électronique ou encore les attaques cyber. En parallèle, nos adversaires n'hésitent plus à déployer des forces pour intimider, provoquer la faute et imposer un fait accompli. Nous serons testés de plus en plus brutalement. Il faut en être conscient. À cela s'ajoute un accès à la technologie plus facile pour tous. Je pense par exemple aux capacités de frappe de précision ou aux attaques de drones. Un conflit de haute intensité entre États redevient donc possible dans tous les champs de la confrontation. Je n'imagine pas forcément un affrontement comme ceux de la Seconde Guerre mondiale. Les conflits de demain seront certainement très différents. Ils mêleront actions de combat, guerre de l'information, actions cyber et rétorsion économique. Ces actions seront conduites de manière synchronisée, brutale ou insidieuse. À l'heure de la mondialisation, le moindre incident peut facilement dégénérer en escalade militaire non maîtrisée. Les conflits de la décennie qui s'ouvrent pourraient donc avoir 3 caractéristiques principales. Premièrement, ils seront d'une ampleur plus vaste, dans tous les champs, physiques et immatériels. Deuxièmement, ils se déclencheront soudainement. Il sera alors trop tard pour nous préparer. Troisièmement, la composante terrestre continuera à occuper une place centrale dans les conflits. Les crises se dénouent au sol, et c'est au sol que s'affrontent les ultimes volontés. Sur le plan national, nos dirigeants ont aussi pris conscience de cet environnement dégradé. Ils ont une volonté forte en termes de défense et de sécurité. Le président de la République l'a rappelé,
dans son discours sur la stratégie de défense et de dissuasion du 7 février dernier. Cela se traduit par une loi de programmation militaire ambitieuse, conduite par la ministre des Armées et le chef d'état-major des armées. Cette LPM est construite pour donner à l'armée de terre les moyens dont elle a besoin pour faire face aux menaces d'aujourd'hui et de demain. On attend donc beaucoup de nous et c'est normal. Dans ce contexte, quelle est mon ambition pour l'armée de terre? La France doit disposer d'une armée de terre durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes. L'armée de terre doit être intégratrice, puissante et résiliente. Il nous faudra être prêts d'emblée. C'est notre objectif. L'armée de terre doit d'abord être intégratrice. Nous ne faisons jamais la guerre tout seuls et nous avons toujours besoin des autres. C'est pourquoi il faut encore renforcer notre capacité d'intégration interarmes, interarmées, interministérielle et interalliée. Nous devons être capables de conduire une coalition. Nous y arriverons si nous donnons envie à nos alliés de travailler avec nous. C'est tout le sens de nos partenariats stratégiques, comme celui que nous construisons avec nos camarades belges autour de Scorpion. Ce partenariat a vocation à s'élargir. C'est toute la force de nos entraînements communs avec les Américains, les Britanniques et les autres Européens. L'armée de terre doit ensuite être puissante pour atteindre l'ennemi au cœur de son dispositif. Nous devons utiliser nos moyens de manière plus ambitieuse. Nous pouvons encore mieux combiner nos effets. Les effets physiques, au travers des actions de combat classiques, mais également les effets immatériels, comme le brouillage, les actions d'influence et les actions cyber. Faisons le choix d'être capables d'évoluer dans les mêmes compartiments que ceux de nos adversaires. Soyons capables de manœuvrer de manière combinée, dans tous les champs, aussi bien sur le terrain que dans le champ des perceptions. Cela nous impose d'imaginer des modes d'action différents. Notre puissance de combat, nous l'obtiendrons également par un emploi optimisé de moyens et de ressources qui ne sont pas extensibles. C'est aussi un effort que nous allons conduire au travers d'une nouvelle ambition pour notre réserve qui, à terme, devra pouvoir être engagée sur des missions qui vont au-delà de la fonction protection. Notre puissance de combat, c'est enfin l'infovalorisation qui nous permet de concentrer nos effets sans avoir à concentrer nos moyens, réduisant ainsi notre vulnérabilité. Mais si nous devons savoir frapper fort, nous devons aussi savoir encaisser les coups. C'est pourquoi l'armée de terre doit enfin être résiliente. Nous devons disposer d'une organisation territoriale robuste, de soutien commun adapté aux forces, de moyens redondants et de stocks. Il y a aussi la résilience de la nation à laquelle participe l'armée de terre. Nous avons en particulier beaucoup de choses à partager avec notre jeunesse. Nous devons avoir une ambition pour elle. Cette armée de terre, intégratrice, puissante et résiliente, il faut l'inscrire dans un nouveau concept d'emploi des forces terrestres. Je vais maintenant vous présenter mon plan d'opération. Notre articulation reste le modèle au contact avec ses différents piliers. Mon ambition, je le rappelle, est que la France dispose d'une armée de terre durcie, prête à faire face aux chocs les plus rudes. Pour atteindre cette ambition, mon intention est de rehausser le niveau d'exigence de notre préparation opérationnelle. Nous devons forger des hommes capables de combattre dans les champs les plus durs de la conflictualité. Nous allons progresser dans 4 grandes directions avec 4 objectifs stratégiques qui concernent nos hommes, nos capacités, notre entraînement et la simplification de notre fonctionnement. Cette progression nécessitera de nous emparer de 12 objectifs. Objectifs intermédiaires qui constituent autant de projets. Certains seront rapides à atteindre, d'autres moins. Le premier objectif, c'est vous, les hommes et les femmes de l'armée de terre. Nous devons nous endurcir pour être à la hauteur des conflits et des crises de demain. Nous pourrons avoir les meilleurs matériels. Nous ne gagnerons pas sans des soldats aux vertus militaires solides, au comportement exemplaire, que ce soit en opération comme au quotidien. Nous devons également être d'une disponibilité totale, comme cette crise nous l'a rappelé. J'ai donc souhaité adapter le code du soldat, qui datait de 2001, pour souligner à tous ses qualités. Ce code d'honneur du soldat, et j'insiste sur le mot honneur, nous engage tous davantage. On pourra me dire qu'une exigence forte et un entraînement plus dur feront fuir nos jeunes. Je ne le pense pas.
Ce n'est pas ce que je lis dans les yeux des hommes et des femmes que je rencontre dans les régiments. Tous ont envie de se dépasser. Je suis persuadé que notre jeunesse, qui est généreuse, recherche cette exigence et a besoin de fierté. C'est aussi comme cela que nous fidéliserons les 16 000 jeunes qui nous rejoignent chaque année. Nous avons également besoin d'une réserve plus employable. Elle est essentielle pour regagner cette masse en effectif dont nous avons besoin pour permettre aux forces de se concentrer sur leur mission. Il nous faut ensuite des capacités qui permettront à nos hommes de surclasser nos adversaires. C'est mon deuxième objectif stratégique. Notre obsession doit être l'aptitude à l'engagement sans préavis dans notre cœur de métier. Mon travail, avec l'état-major, est de vous en donner les moyens. Nous n'aurons pas dès cette année toutes les ressources que vous aimeriez déjà avoir. La crise sanitaire aura inévitablement un impact sur l'armée de terre, comme dans le domaine du recrutement ou dans le rythme des livraisons. La montée en puissance prendra donc du temps. Ceci nous oblige à mieux utiliser les ressources qui sont aujourd'hui à notre disposition. Pour cela, 2 pistes principales. Un emploi mieux différencié de nos unités selon leurs capacités spécifiques. Et une redistribution des parcs pour remettre le matériel majeur au cœur de la vie courante du régiment. Il faut aussi concevoir les équipements de demain. Les travaux sont déjà en cours avec Titan, qui est la prolongation du programme Scorpion pour les brigades blindées à l'horizon 2040. Titan, c'est le projet capacitaire de haute technologie qui structurera l'armée de terre pour les 20 ans à venir. Il englobe l'ensemble des capacités aéroterrestres futures. Le MGCS sera le système de chars de combat franco-allemand qui remplacera le Leclerc. Nous travaillons également au remplaçant du Tigre, du César et du VBCI. Titan, c'est l'indispensable interopérabilité des systèmes de commandement en interarmée comme avec nos alliés. Mon troisième objectif stratégique est l'entraînement qui doit être centré sur l'engagement majeur. Nous ne pouvons pas dire que la préparation opérationnelle est la priorité des régiments sans que cela se sente concrètement dans notre quotidien. Il y a donc un effort à faire à tous les niveaux pour définir des priorités plus claires. Nos scénarios d'entraînement doivent être mieux adaptés aux guerres de demain. Brouillage, déception, travail en mode dégradé, DPC. Au-delà de l'entraînement des sous-groupements tactiques, nous devons changer d'échelle pour entraîner dans des scénarios réalistes de guerre les niveaux supérieurs, du GTIA jusqu'à la division. Nous évaluerons cette préparation au conflit de haute intensité dans un exercice majeur de niveau division, tout moyen déployé avant 2024. Mon dernier objectif stratégique est celui de la simplification. Aujourd'hui, notre fonctionnement est devenu compliqué avec l'accumulation de normes et de directives multiples qui noient nos organisations. Tout se cristallise au niveau du régiment. Il faut absolument simplifier nos processus et nos procédures pour gagner du temps et des marges de manœuvre. Une étude a été réalisée sur la surcharge administrative des commandes unités. Elle confirme que les couches administratives se sont accumulées sans véritable cohérence et qu'elles détournent les chefs de la préparation de leur unité au combat. Ce n'est pas acceptable. Nous allons donc lancer un chantier de simplification de grande ampleur qui s'appuiera sur une large consultation de toute l'armée de terre. Nous devons examiner tous les domaines, organisation, procédure, flux d'informations, à tous les niveaux et en tirer toutes les conséquences. L'objectif, c'est d'aboutir à des solutions pragmatiques qui amélioreront le fonctionnement local et vous faciliteront la vie. Tout ne dépend pas que de nous, mais commençons par balayer devant notre porte. Tout ne sera pas simple à changer, sinon cela serait déjà fait. J'aborde donc ce projet avec une grande humilité. C'est pourquoi, là aussi, j'ai besoin de vous. Vous devez vous impliquer. C'est comme ça que nous aurons une chance de déboucher. Vous savez maintenant quels sont les grands objectifs de ma vision stratégique pour les 10 ans qui viennent. La crise que nous traversons doit nous faire prendre conscience que nous sommes dans un monde toujours plus incertain et que les défis devant nous sont immenses. Pour les relever, nous n'avons pas tous les leviers. Mais il y en a un qui est totalement dans notre main, il s'agit du commandement. J'y attache beaucoup d'importance et je terminerai sur ce point.
Rappelez-vous que vous êtes tous des chefs, ou que vous le deviendrez. Vous commandez une équipe, une compagnie ou une brigade. Il y a la part tactique et technique du commandement. C'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé. Mais la manière de commander vos hommes et vos femmes au quotidien est encore plus importante. Commandez avec exigence et bienveillance. Connaissez vos hommes en profondeur. Soyez disponibles. Accordez-leur l'attention qu'ils méritent. Donnez-leur la fierté de servir notre pays. C'est ce que beaucoup viennent chercher en rejoignant nos rangs. Cette bienveillance que vous manifestez envers vos hommes, vous la lisez en retour dans leur regard quand vous les passez en revue. Leur regard dit tout. Nous avons un immense défi à relever. J'ai besoin de vous, de votre ardeur, de votre enthousiasme, de votre audace et de votre détermination pour gagner tous ces combats. Je ne ferai rien tout seul. Nous le ferons ensemble et je vous redis mon immense fierté d'être votre chef.